tous, ravis de vous retrouver sur Monaco Info pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous nous rendrons à New York pour aborder le forum politique de haut niveau pour le développement durable auquel était invité le Team Venturi Formula E. La découverte du bâtiment de la marine française, la Loire, qui est actuellement à quai à Monaco à l'occasion de la fête nationale française. Le musée océanographique vient de dévoiler un nouvel espace consacré à la protection des océans. Musique avec le premier concert d'été dans la cour d'honneur du Palais Princier. Retour sur la pièce de Jean-Philippe Mestre, Jean-Paul II, Antoine Vitesse, rencontre à Castel Gandolfo. Et à la fin de ce journal, retrouvez notre invité du week-end qui est aujourd'hui le directeur du centre hospitalier Princesse Grace, Benoît de Sévelinge. Direction les États-Unis pour débuter ce journal. Le Team Venturi Formula E était hier au siège des Nations Unies à New York pour parler environnement dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le développement durable. Le reportage sur place d'Alexandra Pagny sur des images de Sylvain Péroumal. Rôle de livraison sur l'esplanade des Nations Unies à New York. Ce colis très spécial, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'une maquette de la prochaine Formula E du team monégasque Venturi. Un modèle d'exposition fidèle à l'original qui participera à la saison 2018-2019. L'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies et le consul général de Monaco à New York ont souhaité inviter le constructeur monégasque dans le cadre du forum politique de haut niveau pour le développement durable qui se tient jusqu'au 20 juillet autour du thème « La transformation vers des sociétés durables et résilientes ». L'occasion pour le Team Venturi de présenter sa vision et ses actions dans ce domaine. Rouler avec cette voiture, on n'attendait plus que ça. On a fait beaucoup de records, des records avec des vitesses extrêmes, les records du monde. Et puis aussi, on a fait des voitures qui roulaient avec 20 chevaux. On a essayé de trouver des choses à faire, et des choses à faire au niveau planétaire. Je veux dire, on a c'est beaucoup amusé aussi, mais je crois que la vision de Suzy va nous amener plus loin. On faisait une très bonne voiture électrique, mais on va la faire en ayant plus de rigueur et la course en entier, sans s'arrêter, c'est une bonne nouvelle. Une date qui n'a pas été choisie au hasard car cette soirée est l'occasion de célébrer l'anniversaire de l'accession au trône du prince Albert II qui a fait de la protection de l'environnement l'une de ses priorités. Le gouvernement monégasque mène ainsi une politique engagée en faveur d'une mobilité douce. Je suis allée voir Gildo en début d'année puisqu'il y a la dernière course de la saison à Brooklyn ce week-end. Nous avons en ce moment à l'ONU le forum politique de haut niveau sur le développement durable dont le sujet cette année est la résilience et la durabilité. La technologie, l'innovation, la durabilité. Je pensais que c'était un beau clin d'œil pour le prince souverain, pour l'anniversaire de son accession au trône, puisqu'il fait tellement pour l'innovation, la mobilité douce. Le lancement du pacte sur la transition énergétique était très important. L'année dernière, Monaco a présenté son rapport national au forum politique de haut niveau, donc nous nous inscrivons dans la continuité. À leur côté, lors de cette soirée, 5 personnalités qui partagent leurs valeurs en matière d'éco-responsabilité. Miroslav Lajčák, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Jean Todt, le président de la FIA, mais également envoyé spécial aux Nations Unies, Alejandro Agag, le fondateur de Formula E, Suzy Wolff, la nouvelle team principale de Venturi Formula E, et le vice-champion du monde de Formule 1, Felipe Massa, qui sera l'un des nouveaux pilotes de l'écurie monégasque pour la saison prochaine du championnat. Après cette soirée, l'impressionnante Formule E a pris la direction de l'esplanade, où elle sera exposée jusqu'à la fin du forum, soit le 20 juillet prochain. Vous venez de le voir dans ce reportage, Jean Todt figurait parmi les invités de cette soirée. Il a été nommé en avril 2015 envoyé spécial pour la sécurité routière par l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Jean Todt nous parle de son engagement. Le précédent secrétaire général Ban Ki-moon m'avait nommé comme son envoyé spécial pour la sécurité routière dans le monde.
ce qui était un grand privilège et qui m'a permis de faire beaucoup de choses avec les différents pays. Et j'ai ma casquette d'envoyé spécial et de président de la FIA sont tout à fait compatibles pour essayer de faire avancer les choses. Pour la première fois, lors de l'Assemblée générale du 12 avril dernier, un fonds pour la sécurité routière a été décidé par le secrétaire général. Et puis il y a évidemment toute une prise de conscience à mettre en œuvre dans tous les pays, principalement les pays en voie de développement, puisque malheureusement 90% des victimes ont lieu dans les pays en voie de développement, 1 300 000 morts sur les routes tous les ans, 50 millions de blessés. Donc ça passe par beaucoup d'actions à mettre en œuvre. On a d'ailleurs lancé la plus grande campagne sur la sécurité routière, qui est une campagne d'information avec JC Decaux dans 900 000, 90 pays, avec 15 ambassadeurs célèbres. Et d'ailleurs, j'en vois quelques-uns derrière nous, donc on est très contents. Demain samedi 14 juillet se dérouleront les festivités de la fête nationale française. Le ministre d'État Serge Autel y prendra part aux côtés du Premier ministre français Édouard Philippe. À Monaco, un cocktail est donné par l'ambassadrice de France en principauté. Pour l'occasion, un bâtiment de la marine française est à quai sur la Grande Digue. Visite guidée avec Patricia Navarro et Olivier Bonello. Son port d'attache Toulon n'est pas très éloigné de la principauté. La Loire fait escale à Monaco le temps des festivités du 14 juillet. Une belle illustration des liens d'amitié étroits qui unissent Monaco et la France. Ce bâtiment est tout récent. Il est à la tête d'une série d'un programme de 4 bateaux avec le Rhône, la Seine et la Garonne. La Loire a été mise à l'eau en juin 2017 et va assurer plusieurs missions au sein de la marine française. Ces missions sont de 3 types. Il y a le soutien de région, ce que nous appelons communément le soutien de région. Ça passe du repêchage de torpilles à l'ancrage des pontons que nous avons dans nos bases navales. Ce sont des missions assez variées. Il y a également la sauvegarde des biens et des personnes. Et là, puisque nous sommes voisins et que nous avons une certaine communauté de destinée, je citerai notamment l'environnement et la lutte contre les pollutions maritimes. La 3e mission est une des plus importantes, c'est le soutien des forces. Soutien des forces de surface, je peux remorquer le Charles de Gaulle, je peux aider les sous-marins lors de leur transit dans le canal de Suez ou les soutenir lors des escales, les sous-marins nucléaires qui sont présents à Toulon. Donc c'est aussi une des missions importantes. Et puis dernier volet, c'est un bâtiment qui peut servir de soutien à la plongée et aux opérations spéciales, puisque nous avons des locaux plongés qui sont particulièrement étendus. La Loire mesure un peu plus de 70 mètres de long pour 15 mètres de largeur. Elle accueille actuellement un équipage composé de 17 personnes pour assurer un peu plus de 200 jours de mer par an. Ce bâtiment sort d'une année de test en mer et va maintenant être admis au service actif. L'actualité en principauté, c'est également cette information. Quelques jours après la publication des résultats du baccalauréat, le président du Conseil national a tenu à féliciter les bacheliers primés en présence des autorités et des élus monégasques. Après avoir félicité la communauté éducative pour son action exemplaire, Stéphane Valéry s'est entretenu avec les lauréats présents. Le président a tenu à leur adresser ses meilleurs vœux dans la poursuite de leurs études et dans la suite de leur parcours. Un nouvel espace vient de voir le jour au musée océanographique, un espace qui met en lumière les explorations des princes de Monaco, découverte avec Christine Datomel et Olivier Bonello. Embarquez à bord d'une galère qui vous emmènera au cœur des périples du prince Albert Ier en passant par les voyages du prince Régnier III pour finir par les expéditions du prince Albert II. Dans ce nouvel espace digne d'un navire du commandant Cousteau, sur près de 700 mètres carrés, le visiteur plongera dans le monde magique de Monaco et l'océan, de l'exploration à la protection. Un univers qui embrasse plus de 100 ans d'histoire, retraçant l'engagement des princes de Monaco en faveur du monde marin.
Ce lieu est vraiment au cœur de notre mission. C'est en fait un lieu politique qui est à la disposition du prince Albert II et de l'équipe Monaco qui travaille autour de lui pour protéger les océans. Et donc ce lieu est là pour mettre en avant les actions de son Altesse Sérénissime le prince Albert II, du palais princier, du gouvernement princier, de la fondation Prince Albert II, des explorations de Monaco et de l'Institut océanographique. Ce lieu s'appuie sur la légitimité et le travail très important, travail qui a été fait par le prince Albert Ier à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et puis ensuite par le prince Régnier III dans un destin croisé avec le commandant Jacques-Yves Cousteau, et pour le XXIe siècle, notre souverain actuel. Théâtre d'optique, tableaux interactifs, tunnels immersifs, jeux ludiques, écrans tactiles sur lesquels se côtoient films d'époque, cartes et objets de collection. Une scénographie hors du commun pour ce nouvel espace qui offre l'opportunité d'apprendre et de comprendre. J'ai souhaité déjà être en harmonie et mettre en valeur le lieu historique de ce magnifique musée, mais avec un élément très fort et onirique qui est la présence de ce bateau que voilà, j'ai dessiné. Parce que ce bateau, il permet à la fois de manière fonctionnelle d'agencer l'espace, de créer des séquences, de créer du noir à l'intérieur, mais c'est un élément très très fort symbolique et qui colle parfaitement au sujet. Il y a différentes postures, c'est-à-dire qu'on circule autour du bateau, on est comme dans les soutes, puis on va monter, on va aller sur le pont et on est embarqué dans un voyage, et c'est ce que j'ai souhaité faire, et c'est ce qu'on appelle les expositions dites immersives et interactives. Un nouvel espace qui, en plus d'offrir une approche différente du monde marin, permet de sensibiliser les visiteurs à la protection des océans. Véritable outil de partage et de pédagogie, Monaco et l'océan fait écho à l'engagement du prince souverain en faveur de notre planète bleue. Musique avec le premier concert de l'été au Palais Princier, un concert mettant à l'honneur les symphonies italiennes avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et la soliste Béatrice Rana. Plus de détails avec José Sacré. Dans la douceur des nuits d'été, les concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier sont des rendez-vous incontournables pour les amateurs de musique. Les plus grands chefs, les meilleurs solistes y sont invités pour interpréter avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo les grandes œuvres du répertoire. C'était le cas le 12 juillet. Gianluigi Gelmetti, chef honoraire de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a dirigé un programme plus que séduisant avec Rosamunde de Schubert et le concerto pour piano opus 54 de Robert Schumann avec en soliste la jeune pianiste italienne Béatrice Rana. Béatrice Rana, qui est une des plus appréciées solistes, elle vient de gagner tous les prix de la critique comme meilleure soliste de l'année, je crois, en Angleterre. Donc c'est vraiment une fille remarquable. Elle est toute jeune, elle a 25 ans. Et en plus, ce n'est pas, vous savez, aujourd'hui, il y a souvent les jeunes qui sont un peu particuliers vis-à-vis. Elle est un peu old-fashioned. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a une façon de jouer très composée, un peu old-fashioned, un jeu que j'apprécie beaucoup. Le maestro Gelmetti a ensuite dirigé la symphonie numéro 4, opus 40, italienne de Félix Mendelssohn, une symphonie qui, comme l'a écrit Alice Blau, semble respirer le bonheur absolu. C'est une des plus belles symphonies de ce période du romantisme. Mendelssohn, c'est un auteur extraordinaire. Il a su vraiment trouver l'âme de l'Italie. En plus, l'italienne, c'est très belle, c'est particulièrement belle. C'est plein de vie. C'était l'époque où, pas seulement les intellectuels, mais tous les gens de bonne famille venaient en Italie pour c'était un voyage. Et en plus, cette symphonie dédiée
à l'Italie, ça me fait en plus plaisir parce qu'à 1800, je crois que c'était 33 comme ça, c'était encore Italie jusqu'à Nice, y compris Nice. Donc c'est dédié aussi à la côte, aussi jusqu'à Nice. Après ce concert, le maestro Gelmetti dirigera Rossini en Allemagne, Verdi à Parme et la flûte enchantée à Catane, avant de retrouver l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Maxime Vagerhoff le 24 février 2019 à Monaco. Retour sur la dernière pièce en date au théâtre du Fort Antoine, une pièce qui recrée un soir de juillet 88 dans les jardins de Castel Gandolfo, la rencontre entre le pape Jean-Paul II et Antoine Vitez, administrateur de la Comédie Française, deux hommes liés par une passion commune, le théâtre, le reportage de Dominique Poulain. Ni décor, ni mobilier, ni musique sur la scène du Fort Antoine. Seuls deux hommes debout qui dialoguent pendant plus d'1 heure. Cette pièce proposée par le diocèse de Monaco relate la rencontre un soir de juillet 88 entre Jean-Paul II, pape depuis 10 ans, et Antoine Vitez, administrateur de la Comédie Française. Ce soir-là, la troupe de la Comédie Française donne une représentation du mystère de la charité de Jeanne d'Arc dans les jardins de Castel Gandolfo. Une représentation voulue par le diocèse de Lyon pour remercier le pape de son voyage dans la capitale des Gaules 2 ans plus tôt. À l'issue de la représentation, un dialogue s'installe. Et le pape, protocolairement, devait rentrer dans ses appartements. Un grand passionné de théâtre, lui-même auteur dramatique, a voulu échanger avec les comédiennes, avec le metteur en scène, Jean-Paul Ducet, et Antoine Vitez. Et Jean-Philippe Mest, l'auteur de cette pièce, a enregistré, si vous voulez, l'échange qu'il y a eu. Et à partir de cet échange, il a bâti la pièce que vous allez voir ce soir. Au cours de l'échange entre le pape et Antoine Vitez, tout y passe. L'Inquisition, le bonheur, la science, la foi, la repentance, l'évangile ou encore la liberté. Il se dit beaucoup de choses passionnantes et je crois que la mission a été accomplie puisqu'on l'a créé à Monaco, puis ensuite joué 50 fois au Théâtre La Bruyère, puis le Festival d'Avignon au Théâtre du Chêne Noir, plus des dates de tournée, et puis il revient dans le cadre du Festival du Théâtre du Fort Antoine. Et si les deux hommes ont une passion commune, le théâtre, le dialogue est de haute volée entre le militant et le missionnaire. Antoine Vitez est quand même un marxiste, est quand même un homme de gauche qui a très imprégné de la philosophie marxiste. Et puis Jean-Paul II, lui, qui a subi physiquement, j'allais dire, la persécution, l'Union soviétique, d'abord pendant la guerre les nazis, puis ensuite l'occupation soviétique. Et donc ils avaient quand même beaucoup de choses à se dire et c'est ce qui rend cette pièce absolument passionnante. Antoine Vitez est incarné par Michel Bonpoil et le pape par Bernard Lanaut. Pour s'imprégner du personnage, le comédien s'est plongé dans la biographie de Jean-Paul II, a regardé des reportages sur le pape pour travailler ses attitudes et écouter des témoignages de gens qui l'ont côtoyé. Où Dieu est interdit. Merci si vous venez de nous rejoindre sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité du week-end qui est aujourd'hui Benoît de Sévelinge, directeur du centre hospitalier Princesse Grasse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que l'on peut revenir ensemble sur votre parcours ? Oui, alors, moi je suis monégasque, je suis née ici, je suis partie à 18 ans faire mes études. Sciences Po Bordeaux d'abord, et puis lorsque j'ai terminé Sciences Po, j'ai passé un master, DESS à l'époque ça s'appelait comme ça, de stratégie, de marketing stratégique. Et à la suite de ça, j'avais été contactée à l'époque par le conseiller à la santé, Denis Ravera, qui, au vu de mon parcours, m'a proposé de faire l'école de Rennes pour me former au métier de directeur d'hôpital. Donc c'est une école d'administration publique française. Et donc me voilà partie à Rennes pour 2 ans et demi de plus. Et de retour à Monaco en 2009 à l'issue de cette formation. Vous avez succédé à Patrick Bini. Oui. Comment vous avez accueilli votre nomination ? Alors moi ça a été un grand honneur, bien sûr, un grand honneur que m'a fait le souverain en me nommant à ce poste qui me tenait énormément à cœur. Alors j'ai une histoire un petit peu particulière puisque j'ai des femmes infirmières dans ma famille depuis 1939. Moi-même j'ai été à la crèche à l'hôpital, donc c'est un établissement que je connais bien, auquel je suis extrêmement attachée.
et dans lequel j'ai exercé pendant 9 ans mes fonctions. Donc d'abord sur le pôle achat et logistique. Petit à petit, j'ai pris à ma charge, Patrick Bini m'a fait l'honneur de me confier d'abord le nouvel hôpital. Donc ça c'est passionnant hein, quand on arrive sur un premier poste avec un projet qui va durer 20 ans quand on compte les études et jusqu'à la réalisation finale. J'ai travaillé sur la restructuration de Tamaris. Donc pareil, c'était un défi d'ampleur que je pense qu'on a relevé avec la direction des travaux publics avec succès, puisqu'aujourd'hui on a des retours extrêmement positifs des patients. On a créé de nouvelles activités avec l'unité de bilan. Donc là, sur toute cette facette-là, j'étais en accompagnement bien sûr de Patrick. Hein, quand on est petit à petit monté sur ces projets-là, il a décidé de faire de moi son adjointe, son bras droit. Donc là, on est dans l'ombre, mais on travaille de plus en plus sur des projets qui sont passionnants, qui sont stratégiques. Avec en plus cette dimension à l'hôpital Princesse Grace, qui est que c'est le seul établissement public de la Principauté. Donc il y a vraiment une dimension stratégique et politique qui est très très intéressante. Et donc on arrive au 1er juillet où effectivement c'est forcément une grande émotion pour moi de prendre ces fonctions-là. Une grande émotion aussi de voir Patrick, qui a été mon mentor, partir vers une retraite heureuse et épanouie. Mais je suis extrêmement bien entourée, puisque l'équipe de direction, c'est une équipe qui est stable, extrêmement soudée, extrêmement loyale. On a des médecins de grande qualité, on a un personnel paramédical extraordinaire, j'ai pas peur de le dire. Et donc je sais que je suis portée par un collectif de grande qualité et qui va m'aider à accomplir cette tâche. Un nouveau défi donc avec cette aide du CHPG. Quelles évolutions vous voulez apporter sous votre direction? Alors il y a vraiment deux facettes. On va être dans la continuité parce qu'évidemment c'est des dossiers que j'ai préparés, que j'ai suivis et la manière dont a été managé l'hôpital me convient forcément puisque je suis allée au bout. Mais donc là dans la continuité, ça veut dire continuer à recruter d'excellents praticiens, ça veut dire continuer à avoir un plateau technique de haut niveau, ça veut dire continuer à travailler sur l'expérience patient, donc comment est-ce qu'on enrichit au-delà du soin, l'expérience que va vivre le patient, la façon dont il va percevoir la prise en charge qu'il aura. Il y a le numérique. Le numérique va tout changer. Fondamentalement, on va changer nos organisations, on va changer nos manières de travailler. Ça fait des années qu'on s'y prépare, on restructure. Il faut poser des bases très solides. Il faut avoir un socle extrêmement solide, extrêmement travaillé et partagé par tous. Pour derrière rajouter l'outil numérique, qui va être un plus extraordinaire. On va gagner en vitesse, on va gagner en qualité. On parlait de l'expérience patient. On va beaucoup plus communiquer avec lui. Alors évidemment, je ne m'adresse pas là à toute une population âgée, par exemple. Mais justement, grâce au numérique, on va avoir plus de temps à passer avec cette population-là parce que le numérique va nous permettre de sortir de toutes ces tâches qui ont peu de valeur ajoutée et de les éliminer. Le point d'après, ça sera l'intelligence artificielle. Le mot fait peur. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire des préventions en santé publique qui sont extraordinaires. On peut prévenir les infarctus, on peut prévenir les maladies pulmonaires. Il y a énormément de possibles dans l'intelligence artificielle et j'aimerais que le CHPG soit à la pointe et soit leader en la matière. On parle de futur, est-ce qu'on peut aborder un petit peu le chantier du nouveau CHPG? Oui, bien sûr. Mais justement, où cela en est actuellement? Alors aujourd'hui, on parlait de base et de socle, là on en est sur les fondations. C'est un chantier qui est d'une complexité extraordinaire. J'ai été jusqu'au Japon pour le présenter, pour dire à quel point il impressionne par sa complexité. Complexité de par le terrain sur lequel il se trouve, de complexité de par les qualités sismiques, antisismiques en l'occurrence qu'il doit avoir, et par le niveau d'exigence qu'on y a posé. Donc ce chantier, il se passe avec les aléas qu'on a dans un chantier. Mais on est extrêmement bien là aussi entouré par le département de l'équipement, la direction des travaux publics, mais aussi la direction de l'aménagement urbain, mais aussi la CAM. Enfin, on a des partenaires de partout qui nous aident à faire en sorte que l'impact sur les patients comme sur le personnel soit limité. Là, en l'occurrence, on va avoir besoin de faire des alternats à nouveau sur l'avenue Pasteur Haute et sur l'avenue Pasteur Basse. Et tout le monde a travaillé de concert pour pouvoir faire ça l'été, quand l'activité est un peu moins importante, que les embouteillages sont un peu moins intensifs en Principauté. Donc sur le chantier, il continue. On continue à travailler sur les études. On améliore le projet sur chaque phase d'études. Et je crois qu'on arrivera à un établissement assez extraordinaire.
Parfait. Merci beaucoup Benoît de Sévelinge. Merci et à très vous. bientôt. Merci. Regardons à présent ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Après un beau week-end ensoleillé et sans nuages, accompagné de températures oscillant entre 21 et 28 degrés entre samedi et dimanche, lundi, la journée sera couverte et le temps instable. Au programme, pour l'instant, des prévisions orageuses, mais pouvant évoluer à tout moment dans les jours à venir, de fortes rafales de vent étant également prévues. Mardi, retour des éclaircies, malgré la présence de quelques passages nuageux. À compter de mercredi, le temps sera de nouveau au beau fixe. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, le www.monacoinfo.com. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.